En 2024, j'ai vu 29 films et séries sortis l'année 2024. J'aurais pu en voir plus, mais moi je regarde des choses au feeling, au gré des envies, et je n'essaie pas d'être actuophile. Parce que si on compte tous les films des autres années que j'ai vus cette année, on a vu beaucoup plus. Vous pouvez rajouter un 0 à la fin. De la moins bonne à la meilleure, évidemment selon mes goûts et mes propres affects, un peu à chaud et basé sur mes souvenirs de l'année. Attention, un très bon film techniquement peut être derrière un blockbuster moisi, juste parce que j'ai plus kiffé voir le blockbuster moisi. Parce que ce qui prime pour moi, c'est le plaisir personnel, c'est le sensoriel. Mais à la toute fin, je ferai quand même un petit top 7 des films qui pour moi méritent d'être les premiers d'un point de vue cinématographique, en essayant de ne pas prendre mes goûts en compte. Sauf que bon, ça sera quand même par rapport à mes goûts techniques du coup. J'exclus de mon listing la série Zorro que je n'ai pas terminée et la série Dragon Ball Daima que j'ai commencé mais qui est très loin d'être terminée aussi. Pour l'instant dans les deux cas, le peu que j'ai vu, ça se regarde mais je suis pas hypé de ouf. Pour tous les films dont je vais vous parler, il existe des retours de séance sur ma chaîne dans la playlist retour de séance. Ici on va juste résumer, c'est parti. Numéro 29, Dear Santa, le plus gros potentiel gâché de l'année, puisqu'ici on a les frères Farrelly qui redirigent Jack Black dans le rôle de Satan, dans un film au moment de Noël. Il y avait moyen d'avoir une comédie rock et trash, et à la place de ça on a un film de Noël familial, gentillet, alors qui se regarde, oui, mais vous auriez pu filer ça à un cast and crew de téléfilm, c'était pareil. Numéro 28, Joli. Encore un film avec du potentiel mais complètement gâché. C'est bâclé comme souvent dans le cinéma français. Ça ne fait pas rêver et ça c'est bien le comble pour une romance. Aucun enjeu scénaristique, grosse déception, pas une daube, mais alors franchement pas génial du tout. Numéro 27, Borderlands. Alors heureusement que je ne connaissais pas du tout l'univers Borderlands quand je suis allé voir le film. Je suis allé le voir complètement à l'aveugle, à part la présence de Cate Blanchett et Jamie Lee Curtis, je ne savais rien. Et donc j'ai pu le savourer dans les meilleures conditions, et même là, je me suis dit que ça frisait quand même un petit peu l'ennui et que ça manquait de folie. Quand je suis rentré chez moi, j'ai rattrapé la bande-annonce et je me suis dit heureusement que je ne l'ai pas vu parce que le film m'aurait clairement encore plus déçu, je pense qu'il serait encore plus bas dans le top, parce que la bande-annonce était dynamique et elle promettait de la folie, et non. Numéro 26, Drone, encore un film français frustrant et décevant. Sur une idée alléchante, ce petit thriller s'avère en fait être un drame intimiste, comme le font souvent les Français. Pas mauvais en soi, mais c'était pas ce que j'allais voir, hein. Un film clairement mensonger, français, dommage, du potentiel. Numéro 25, Here de Robert Zemeckis, et ça m'ennuie de devoir mettre un film de Zemeckis à ce niveau-là du top. Mais clairement, même si on sent que Zemeckis a voulu faire un joli film, en tout cas selon ses propres critères, l'émotion s'efface derrière la technique. Puis alors moi, la valorisation de la vie banale, où on essaie de te faire croire qu'il faut relativiser ta vie banale, il y avait un gros potentiel à exploiter diverses époques, mais ça c'est très survolé je trouve. Il y avait quelque chose d'un peu artificiel. Et c'est pas pour critiquer l'IA, parce que c'était quand même très bien fait. Numéro 24, Emmanuel, un remake complètement inutile, mais un film qui aurait mérité d'avoir sa propre identité. En plus, c'est un film qui baise triste, alors c'est pas forcément un film qui m'a déplu, au contraire, mais on est plus sur un drame psychologique teinté d'érotisme, qui cependant tire quand même pas mal en longueur. Vous me direz, quand on regarde un film érotique, quand ça tire en longueur, c'est plutôt bon signe. Numéro 23, Mufasa, le roi lion. Je n'ai pris aucun déplaisir à voir ce film, je ne me suis jamais ennuyé, techniquement c'est très beau, un agréable moment, sauf que moi je suis allé voir ce film pour voir la partie sur Scar, et c'est clairement une partie qui est très allégée, il y a un potentiel gâché une fois de plus. Dommage, pour moi c'était vraiment le plus gros attrait de ce préquel, car Mufasa reste un personnage un peu lisse. Et d'ailleurs, il y a un faux raccord que je n'ai pas mentionné dans mon retour de séance avec le film de 2019, où Zazu dit une phrase qui fait comprendre qu'il connaissait Mufasa quand il était jeune, et que Mufasa était intrépide et faisait des bêtises, comme Simba. C'est complètement faux du coup. Numéro 22, Something in the Water, ou Menace en eau profonde en France. Un petit moment humide entre filles. Un film où les requins sont secondaires, hélas. Alors le film est bien shooté, et plus on avance, plus on se rend compte qu'on est en fait sur un drame girly. Quelque chose qui serait plus un peu de l'ordre de Open Water. Mais si on le sait d'avance, le film passe plutôt pas mal. Par contre, encore le genre de film où il faut pardonner quelques bourdes, comme un requin qui attaque la jambe de quelqu'un alors que cette personne a pied.
Et le requin, on le voit même pas dépasser de l'eau. Numéro 21, No Way Up. On reste dans la requinerie qui nous montre pas beaucoup de requins. C'est traité sérieusement, c'est bien shooté, on voit que les FX sont pas mauvais du tout. On est plus sur un huis clos, un petit peu un sous-produit de l'aventure du Poséidon, qui cause beaucoup. Alors, je me suis pas ennuyé pour autant. C'est vrai que j'ai quand même cette frustration de me dire « je veux voir du requin ». Mais pareil, si on est un peu mis au courant d'avance que c'est pas un gros film de requin démonstratif, ça passe pas mal. Il faudra, cela dit, encore pardonner des maladresses du style les requins qui reculent ou qui arrivent à passer entre les allées de siège d'un avion. Mais on sent que le film est chargé de bonnes intentions et si vous aimez la série B, ça devrait passer plutôt correctement. Numéro 20, The Crow. Encore un remake qui aurait mérité d'avoir sa propre personnalité, plutôt que d'avoir l'estampille d'un film culte histoire de racoler des spectateurs, ce qui en plus fonctionne pas des masses. En tant que remake, c'est raté. En tant que film à part entière, c'était plutôt pas mal. Imparfait, mais pas mal. Donc à voir en essayant d'oublier l'estampille The Crow, qui ne sert vraiment à rien, puisque au final il est même pas lié à ce corbeau dans cette version. Ça ne sert vraiment plus à rien. Numéro 19, la série animée Terminator 0. Est-ce que cette série était vraiment utile? Non. Mais replonger dans l'univers Terminator en s'éloignant un petit peu des codes habituels et de la famille Connor était plutôt original. Une série qui philosophie à plein tube sur le voyage dans le temps et sur l'inutilité de l'homme sur Terre, j'aime plutôt bien. Pas forcément palpitante de bout en bout, mais quand même vachement intéressante. Numéro 18, Vice Versa 2. J'avais beaucoup aimé le premier, j'avais été très touché par le personnage de Riley et j'étais super content de la retrouver. J'ai passé un bon moment et le personnage d'anxiété fera écho à beaucoup de gens, je pense. Malgré ce bon moment, le sujet de la puberté n'est pas du tout exploité, alors que c'était quand même pitché depuis la fin du premier film. Et le problème aussi, c'est que quand on regarde bien, le personnage de Riley a une petite vie toute rose et du coup ça crée un petit détachement de la part du spectateur d'un point de vue réalisme et implication et identification. Numéro 17, Sous la Seine. Eh oui, j'assume. Je voulais voir une requinerie, une série B, c'est ce que j'ai eu. Je ne comprends toujours pas les gens qui ont râlé après ce film. Vous vous attendiez à quoi? C'est bien shooté, je savais ce que je regardais, aucune raison de bouder. Pas le meilleur film de requin existant, mais loin d'être le pire. Et vu que c'est français, mais j'ai envie d'encourager ce genre d'initiative. Même si les Français ont toujours 20 à 30 ans de retard sur ce que font les Américains. Numéro 16, Ni chaîne ni maître. Très bon film, si je le mets aussi bas dans le classement alors que je ne vais pas avoir beaucoup de reproches négatifs à faire à ce film, c'est simplement que je prends aussi en compte cette envie que j'ai de voir et revoir un film. Là c'est le genre de film qui est un peu informatif, historique, et en général ce genre de film tu le vois une fois et tu oublies pas ce qu'il t'a apporté et t'as pas forcément besoin de le voir et le revoir, il n'y a pas forcément énormément de choses à décortiquer. Bien que ce soit un très beau film. Et puis je vais pas faire l'hypocrite et le placer vachement plus haut pour me donner un genre oui j'ai aimé ce film sur l'esclavage, etc. Non, moi j'aime bien les films avec des bébêtes dans l'espace, mais ça on y reviendra. Il y a clairement des films que j'ai plus envie de revoir alors qu'ils sont moins bons que d'autres. Mais je vous le redis, je le conseille, très très bon film. Numéro 15, Speak No Evil. Non, ne commencez pas à gueuler, je n'ai pas vu l'original. Je ne savais même pas qu'il y avait un original au moment où j'ai été voir ce film. Donc je le juge uniquement pour ce qu'il est, pour ce que j'ai découvert. Bien que le film prenne son temps, j'ai aimé l'ambiance, il est vraiment porté par son casting. James McAvoy en tête. Hélas, la bande-annonce en montrait trop, je me rends compte que j'aurais beaucoup plus savouré si j'avais pas eu certains éléments en tête. Mais j'ai passé un moment super agréable. Numéro 14, Trap. Mais que ce film est rempli de facilité scénaristique. Des ta gueule, c'est magique, parfois digne d'un amateur. Mais malgré tous mes grinçages de dents pendant la séance, le film est généreux, le film est prenant, même quand il se torche avec le scénario. Numéro 13, l'IA du mal. Une sorte de gros DTV de luxe, mais très agréable et sur les dangers de l'IA. Il y avait de quoi pousser le truc beaucoup plus loin, mais en termes de petits thrillers, ça tenait bien la route, il y avait beaucoup moins d'incohérences qu'un film comme Trap, et je vais donc vous conseiller son visionnage. Numéro 12, Smile 2. Ressucée complète du premier film, mais le premier film était plutôt cool. Donc le second l'est aussi, et il est surtout porté par son actrice principale, parce que c'est vrai que les deux films, les deux Smile, sont des films qui ont tendance un petit peu à traîner en longueur, mais malgré tout, j'ai réussi à ne pas m'ennuyer. J'aurais voulu que celui-ci aille plus loin dans la mythologie de la créature, ça n'a pas été le cas, je me suis senti un tout petit peu arnaqué, mais j'ai quand même été porté, et la fin du 2 fait une énorme promesse pour le troisième opus, donc hâte de le voir.
Numéro 11, Le Robot Sauvage, le plus beau film d'animation que j'ai vu cette année, un film avec très peu de promotion et c'est bien dommage parce qu'il peut rivaliser avec un Disney ou un Pixar vraiment sans aucune honte. Je conseille donc. Numéro 10, Joker, Folie à deux. Ça c'est clairement le genre de film qui me frustre à la première vision parce que j'avais des attentes, mais là c'est peut-être aussi ma faute à moi, ma responsabilité, en sachant que le film s'appelait Folie à deux, je m'attendais à un film avec énormément de folie, et pas seulement un film qui se passe dans un asile, et je m'attendais à un vrai tandem, et un tandem avec Harley Quinn, qui est l'un de mes personnages préférés all the time. Donc comédie musicale plus Lady Gaga plus Joker Harley Quinn, j'avais envie d'un truc très farfelu, je pensais que le film allait prendre une autre direction que le premier. Ce ne fut pas le cas, ce fut au contraire une digne suite du premier, un vrai drame intimiste et nihiliste, et en ça, le film est réussi, il ne mérite pas du tout les sauts de merde qu'il a pris, c'est un film très sombre, c'est un film très pessimiste, c'est un film très noir. Alors je n'ai pas eu mon La La Land sous psychotrope comme je le voulais, mais j'ai eu une œuvre tout à fait cohérente avec le premier film. Numéro 9, Jamais plus, film découvert complètement à l'aveugle, je ne savais pas que c'était un roman, je ne connaissais pas le sujet, j'ai juste vu l'affiche avec Blake Lively dans des petites fleurs, je me suis dit tiens ça a l'air d'être un joli film, là j'ai envie d'un joli film. Et donc j'ai découvert le film comme ça palier par palier en pensant que c'était une simple romance et effectivement c'est un film qui est très doux et pourtant qui exploite un sujet extrêmement dur. Je sais que c'est un film qui a divisé de par la manière dont il a traité son propos. Moi je trouve que c'est un film intéressant puisqu'on a déjà eu d'autres angles pour aborder ce propos. Évidemment, il faut lui mettre un bémol parce que c'est un peu une version utopisée de la chose, mais moi j'ai trouvé que ça changeait. Et comme je n'avais aucune attente, j'ai vraiment pu savourer le film dans les meilleures conditions. Et j'ai passé un très bon moment. Numéro 8, Deadpool et Wolverine. Oui, je sais, c'est pas du tout un grand film. Il y a des inégalités tout du long. On se torche le fion à plusieurs reprises avec le scénario. Mais je savais ce que j'allais voir. Moi, ce que j'allais voir, c'était du fanservice. Et j'ai été servi. Tellement de moments de plaisir coupable. Rien que Deadpool et Wolverine main dans la main sur Like a Prayer. Ce film sera un vrai plaisir à revoir pour le fanservice et pour les délires, même si je ne suis pas aveugle au backlash complètement honteux d'une production qui a coûté aussi cher. Numéro 7, Emilia Pérez. Encore un film que je suis allé voir juste parce que je trouvais que l'affiche était jolie, je ne savais rien du film à part qu'il y avait Zoé Saldana. Qu'est-ce qu'elle est belle. Un film récompensé à raison, intense, une comédie musicale prenante portée de bout en bout par son casting féminin, Zoé Saldana en tête. Qu'est-ce qu'elle est belle. Seule petite déception, la manière dont se conclut le film que j'ai trouvé un petit peu facile pour éviter de rentrer dans certaines complications du scénario. Moi j'aurais voulu voir le public au sein du film apprendre qui était réellement Emilia Pérez et voir toutes les réactions de tout le monde autour du personnage Emilia Pérez et aussi du coup de Emilia. Mais un excellent moment de cinéma. Numéro 6, Nosferatu, une œuvre gothique superbement interprétée. Lily Rose. Une œuvre magnifique pour initier les nouvelles générations à la culture gothique, aux contes noirs, aux fables macabres. Et si je ne le mets que 6ème, c'est parce que, en tant que cinéphage, je connais cette histoire par cœur. Du coup, au bout d'un moment, pour moi, elle tirait un petit peu en longueur. Mais ce n'est pas la faute du film, c'est la faute de ma cinéphagie. Oui, parfois, le cinéphile peut être l'ennemi du cinéma. Vilain le cinéphile. On connaît cette histoire à travers les versions de Nosferatu et les innombrables versions de Dracula et de tous les sous-produits de Dracula. J'ai donc ressenti un peu de longueur pour un sujet qui était relativement simple et comme je vous le disais, cela vient de mon passif avec le nombre de films incalculables que j'ai vus. En lui-même, ce remake est complètement utile et est un très très grand film gothique. Numéro 5, Beetlejuice, beaucoup plus de défauts que Nosferatu, mais un petit peu plus de plaisir coupable. Pas mal d'imperfections frustrantes, pas mal de torchage aussi, des choses sous-exploitées, mais depuis l'enfance, je rêvais de revoir Lydia. Je rêvais de voir Winona Ryder réincarner ce personnage. Je rêvais de la revoir depuis plusieurs années chez Burton. Je savais qu'elle rêvait aussi de tourner cette suite. Elle avait même fait une clause dans son contrat sur Stranger Things quand elle a commencé la série. C'est une série qui allait lui prendre beaucoup de temps et qui allait lui faire passer à côté de beaucoup de projets. Et elle avait fait une clause comme quoi elle voulait que si par contre le projet Beetlejuice 2 se mettait en chantier, elle pourrait aller le faire malgré la série. J'adore, ça montre à quel point elle tenait à ce film. Et on a trop peu d'œuvres de ce style gothico-macabre, fantaisiste, comme celle que faisait Burton à ses débuts. Donc ça faisait plaisir d'y replonger, même si j'ai hélas pas pris la grosse claque
que j'avais envie de prendre. Et peut-être qu'en le voyant, en le réévaluant, peut-être que je vais plus l'apprécier ou peut-être qu'il descendra même dans mon top, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant, j'ai plutôt hâte de le revoir une seconde fois. Même si on peut pas exclure les choses complètement bâclées, hein, comme Monica Bellucci qui ne sert à rien. Numéro 4, Maxine. J'avais déjà beaucoup aimé X et Pearl, et Mia Goth revient en nous offrant une performance de ouf comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce film, l'époque, retrouver le personnage de Maxine. Je trouve que c'est une œuvre atypique, je trouve qu'il y a des moments sanglants assez jouissifs, bien qu'on prenne aussi le temps de te montrer l'histoire et un petit côté presque un peu contemplatif parfois. Petite déception sur le climax final où j'aurais voulu qu'on prenne plus le temps, que la confrontation soit plus impactante, hein, surtout que je l'avais deviné à peu près depuis le début. Mais en tout cas, une œuvre atypique comme j'ai envie d'en voir plus souvent. Et d'ailleurs, je suis assez triste de savoir que c'est peut-être le dernier volet de la trilogie. Et je trouve ça dommage, moi j'aurais voulu un 4e opus. Numéro 3, Alien Romulus. Oui, je sais, c'est facile, ça reprend à peu près toutes les bases de la saga Alien. Oui, mais c'est bien fait et c'est un très bon renouveau pour la saga. Rappelez-vous qu'on s'était quitté sur Covenant. C'est donc pour moi un très bon redémarrage, c'est bien fait, je me suis pas ennuyé, j'adore l'univers Alien, j'adorais me replonger à l'intérieur de cet univers et j'ai très hâte de voir la suite de cette franchise. La seule chose que j'ai pas aimé dans le film, il n'y a qu'un seul point vraiment très noir pour moi, j'ai détesté qu'on reprenne la phrase culte de Ripley dans Alien. Ça ne se fait pas, on ne touche pas à cette réplique, sale... Numéro 2, The Substance. Un film d'une minutie, un découpage de ouf. Coralie Farja est passée un cap au-dessus par rapport à son premier film qui était déjà pas mal. Performance de ouf, body horror, hyper référentiel tout en ayant sa propre touche moderne. Quel pied, encore. Quand on voit le buzz qu'a fait un tel film, ça sent bon pour l'avenir. Dans cette période wokiste extrémiste qui nous fait chier, on a des œuvres qui sont sorties du lot cette année et qui ont été un peu irrévérencieuses, ça fait du bien. Et pourtant, ça n'a pas empêché le film d'avoir un discours comme ça, qui peut un peu gaver les gens, et pourtant ça a été bien fait. Numéro 1, vous le voyez venir, encore un film de dingue qui peut présager de belles années à venir pour ce type de cinéma. Parce que le film a bien fonctionné. Terrifier 3. Ça fait déjà plusieurs films que Damien Léone me fout complètement sur le cul avec ses maquillages, mais ce mec a aussi le talent de nous construire un personnage qui reste hyper malsain de film en film, ce qui est une chose assez rare. La plupart des gros tueurs du cinéma d'horreur que j'adore, hein, les Jason, les Freddy, les Chucky, etc., sont des personnages qui sont devenus de plus en plus bouffons, et la plupart des gens vous diront oui, le premier était bien, mais après il fait plus peur. Le personnage de Art le Clown est toujours malaisant, alors qu'il est quand même aussi vachement humoristique, et ça c'est un tour de force. En plus le scénario, alors lentement, mais est en train de creuser une mythologie derrière cette histoire qui m'intéresse beaucoup. Tellement hâte de voir le 4. Donc voilà mon top personnel, et je vous avais dit que je vous ferai un petit top 7 des films de l'année qui pour moi méritent d'être peut-être considérés comme les meilleurs en dehors de mes goûts, sans prendre en compte mes critères personnels. Des films sans torchage, sans trou scénaristique, des films techniquement très bons, des films qui sont d'utilité publique, qui socialement, humainement apportent quelque chose, des films qui auraient même une certaine noblesse cinématographique, si vous voyez ce que je veux dire, une forte originalité, etc. etc. Bien sûr, une fois de plus, c'est encore subjectif, mais voilà comment ça se passe dans ma tête. En numéro 7, je mettrai Here, alors que je l'ai mis au fond de mon top, parce que il y a quelque chose techniquement qui n'avait pas encore été proposé. Donc ça se salue à l'échelle cinématographique. J'aimais plus pour sa douceur et ce soutien que le film pourrait apporter à des femmes dans cette situation. Nosferatu pour sa noblesse, sa façon d'aborder le gothisme pour les nouvelles générations. The Substance pour sa mise en scène, pour son message, alors certes poussif, mais qui fera sûrement du bien aux femmes de cette génération. Servira quand même d'exutoire à beaucoup de femmes et pour les fans d'œuvres irrévérencieuses. Le Robot Sauvage, pour sa beauté, j'ai tendance à aimer les œuvres assez sombres, assez nihilistes, mais un peu de beauté de temps en temps, ça fait du bien. Le cinéma est aussi là pour ça, pour apporter de belles choses. Le Robot Sauvage est très beau. Ni chaîne ni maître, pour l'aspect historique, informatif et le devoir de mémoire. Et en numéro 1, je mettrai Emilia Pérez, pour son originalité, pour son interprétation. Évidemment aussi parce que c'est un film qui apporte un soutien aux minorités actuelles. C'est un sujet complètement en phase avec la période que nous vivons. Je dis pas que je comprends tout ce qui se passe dans cette période, mais c'est un film qui est là pour apporter un soutien à une communauté. Et je trouve que voilà, ça reste une bonne chose. Mais clairement, ce film est là aussi pour apporter un soutien à des gens qui en ont besoin. Voilà un peu à chaud mon ressenti sur l'année 2024 en termes de séries et de films. Et moi je vais vous laisser parce que je vais aller me faire ma première séance 2025. Je compte m'en faire encore plus cette année. J'ai dit la même chose hier à un pote en parlant des femmes. Et je vous montrerai tout ça bientôt en vidéo. Pour les films, pas pour les femmes. C'est terminé. In case I don't see ya.
Good afternoon, good evening, and good night. Au revoir les mecs. Bye. Ça va être tout noir. Quoique, pour ceux que ça intéresse, j'ai quand même des vidéos.